Bonjour, je m'appelle Benjamin Planquette, je pense que maintenant vous me connaissez un petit peu. Je suis donc ancien chef de clinique en pneumologie à l'hôpital européen Georges Pompidou et je vais donc vous faire cette conférence de pneumologie DCEM 4, dernier tour, 5 dossiers assez complets qui normalement se complètent avec la conférence de DCEM 3. Donc abordons d'emblée notre premier dossier. Donc, notre premier dossier, un homme de 25 ans d'origine roumaine, réfugié politique en France depuis 3 ans, est adressé à la consultation de pneumologie pour un problème de toux évoluant depuis 2 mois. Il n'y a pas vraiment d'antécédent particulier, c'est vrai qu'il est relativement jeune, en dehors du fait qu'il fume un peu de tabac, un peu de hashish et qu'il y a une rare consommation d'héroïne injectée par voie IV. Et donc moi quand je dis ça, immédiatement évidemment, il y a un moment où je pense VIH et endocardite, c'est deux choses qui me viennent en premier et éventuellement immunodépression. Alors, on va voir un petit peu quelles sont les questions, le texte est court. Quels sont les éléments qui vous orienteraient vers une coqueluche? Donc je n'ai jamais caché mon envie de faire un dossier de coqueluche à l'ECN. Là j'ai glissé une question parce que dans la coqueluche est quand même un petit peu abordée dans les thèmes tout par le collège des enseignants de pneumologie, donc on pourrait peut-être l'imaginer un peu dans un dossier comme ça de réflexion et d'orientation diagnostique avec une ou deux questions qui à mon sens pourrait être celle-ci notamment, les arguments. Donc c'est un adulte jeune, vous avez compris que le pic d'incidence s'est déplacé de l'enfance vers les adultes jeunes à cause de l'effet de la vaccination et du fait que l'immunité diminue sur notre génération, on va dire ça, entre 20 et 35 ans du fait d'une vaccination ancienne. Donc chez lui, le fait d'être un adulte jeune, le fait de probablement, puisqu'il est d'origine roumaine, de ne pas avoir été vacciné ou au mieux vacciné anciennement, le contexte épidémique est important. L'infection à Bordetella pertussis survient essentiellement à la période automno-hivernale. Il y a toujours un catarrhe rhinopharyngé, donc ça, vous me direz que dans les infections virales, bien que ce soit une infection bactérienne, dans l'infection virale ou dans l'infection, on va dire, des voies aériennes hautes, il y a toujours quasiment des symptômes rhinopharyngés, mais là il est systématique et l'absence de symptômes rhinopharyngés peut aller contre l'hypothèse diagnostique d'une coqueluche, excusez-moi. Et donc effectivement, c'est ce qui vient après, c'est ce que vous n'oubliez jamais quand on en parle. Ce sont ces symptômes très particuliers, qui est ces quintes de toux qu'il faut bien savoir décrire. Donc elles sont souvent chez l'adulte moins marquées que chez l'enfant. Ça se présente souvent comme une toux aiguë en train de se chroniciser, et donc c'est des quintes, donc c'est des accès de toux répétés, asphyxiantes. La grande particularité surtout, c'est que il y a une toux sans reprise inspiratoire, avec une augmentation de pression et généralement ce faciès très bien décrit, cyanosé, avec une tour d'échange des jugulaires, puis une reprise inspiratoire bruyante, un petit peu, qui s'appelle le chant du coq chez l'enfant, mais qui est limité chez l'homme, et qui peut, chez l'adulte, pardon, et qui peut s'accompagner évidemment de vomissements, c'est ce qu'on a marqué ici. Donc ces symptômes, ils sont extrêmement importants, extrêmement handicapants, assez caractéristiques dans leur séquence toux asphyxique, reprise inspiratoire, plus ou moins vomissement, et puis surtout, entre-temps, ça c'est très important, il n'y a rien d'anormal. Il n'y a rien d'anormal, il y a la très grande majorité du cas, à ma connaissance et dans mon expérience, pas de température, une auscultation qui est normale, quelques ronchis, mais c'est une toux qui n'est pas productive, c'est une toux sèche. Donc voilà les grands arguments qu'il faut savoir regrouper pour s'orienter vers une coqueluche. Et à mon sens, la deuxième question qui peut tomber sur coqueluche, c'est voilà, maintenant que vous avez évoqué le diagnostic devant cette toux, comment vous comptez faire le diagnostic? Et là, le réflexe, attention, le réflexe, c'est... parfois ça ne marche pas, il y a une petite surprise. Attention, le réflexe, c'est de bien prendre en compte le delta de temps, puisqu'il y a une barre autour de 21 jours. Avant 21 jours, le diagnostic peut être fait de deux manières. Petit a par une PCR sur des prélèvements rhinopharyngés, ou petit b par une sérologie qui commence à se positiver. Et au-delà de 21 jours, ce qui est le cas de notre dossier ici, il faut faire une sérologie Bordetella pertussis qui a une bonne sensibilité, une bonne spécificité et qui permettra d'affirmer le diagnostic.
Alors on est bien d'accord qu'en termes de conséquences thérapeutiques, il n'y a pas grand-chose à dire sur l'infection à Bordetella pertussis. Par contre, l'autre question résiduelle, c'est si le diagnostic de coqueluche se confirme, est-ce qu'il faut la déclarer? Est-ce que c'est une maladie à déclaration obligatoire? Et donc là, il y a un petit peu de nuance et c'est un piège, parce que la réponse est non, mais il y a une déclaration pour les cas groupés, c'est plus de 2, hein, ou alors les coqueluches nosocomiales. Bon, c'est un peu touchy, hein, mais c'est clairement ce qui est écrit dans le collège des enseignants de pneumologie, donc c'est peut-être bon à savoir. Encore une fois, je n'imagine pas coqueluche en dehors d'un ensemble diagnostique autour de la toux. Un dossier de coqueluche complet, c'est impossible à faire, ou alors ça partira vraiment en transversal sur quelque chose qui n'a rien à voir. Alors, je vous ai remis ici l'algorithme, il est directement pris au collège des enseignants de pneumologie, hein, accessible sur Internet. Et donc, devant une toux chronique native, ça veut dire sans pathologie respiratoire sous-jacente. Donc, s'il y a des signes de gravité existants ou potentiels, insomnie, douleur thoracique, pneumothorax évident à l'examen clinique, bon, bah, à ce moment-là, il faut partir sur des examens. S'il n'y a rien de grave, première étape, y a-t-il des médicaments? Deuxième étape, chez l'adulte jeune, sur une toux subaiguë à chronique, eh ben, peut-il s'agir éventuellement d'une coqueluche? Donc les tests diagnostiques, vous voyez, c'est ce qu'on vient de voir à la question numéro 2. Et puis après, bah, si ces choses-là n'ont pas permis de faire céder à tout, n'ont pas permis de faire de diagnostic ou de test d'éviction, à ce moment-là, il est temps de faire une radiographie de thorax. Bon, cet algorithme est important à connaître, c'est pour ça que je vous le souligne ici. Donc, question 4. Alors, quels éléments vous orienterez sur une tuberculose? Donc, il faut tout de suite comprendre qu'il y a une émergence importante de la tuberculose dans les pays de l'Est, avec des résistances primaires à la rifampicine qui sont assez importantes et qui justifient une attitude thérapeutique. Donc, il ne faut pas être surpris par un patient qui viendrait ou qui serait natif d'un pays d'Europe de l'Est ou qui aurait passé ses vacances là-bas. Donc, notre jeune Roumain, qu'est-ce qui orienterait vers la tuberculose? Donc là, vous avez vu, j'ai utilisé de la couleur pour vous mettre en rouge le plan, hein. C'est fondamental. Il y a 4 axes d'interrogatoire quand on va aborder une tuberculose. Y a-t-il un facteur favorisant? Donc, c'est 2 choses. L'immunodépression et la précarité sociale. Je vous rappelle que ce patient, qu'il veuille ou non, c'est un toxicomane IV, hein, et on peut considérer que le fait d'être réfugié politique, éventuellement, fait de lui quelqu'un qui est dans une situation de précarité sociale qu'il faudra bien évidemment détailler lors de l'interrogatoire. Ensuite, il y a une question fondamentale qui est de dire, bon, si ça c'est le patient, d'où il a bien pu attraper la tuberculose. Donc ça, c'est le comptage. Ensuite, lui, a-t-il des symptômes de tuberculose, que j'appelle moi, dans mon jargon, les signes d'activité de la maladie tuberculose, c'est-à-dire une histoire chronique, hein. On est bien d'accord que une tuberculose, c'est une histoire qui dure sur 1 mois, 2 mois, c'est exceptionnellement des histoires aiguës. Donc, ce n'est pas une toux qui évolue depuis 4 jours avec de la fièvre à 40, une tuberculose, hein. Donc, la chronicité des symptômes, l'altération de l'état général, l'apparition des sueurs nocturnes, hein, c'est extrêmement fréquent, extrêmement intense dans la tuberculose. Les symptômes rachidiens, neurologiques, sont à rechercher. Et puis, sur le plan respiratoire, bah, c'est de la toux, peu productive, mais qui peut se compliquer d'hémoptysie, qui est un signe fortement évocateur, puisque la tuberculose fait partie des 3 grandes causes d'hémoptysie. Ensuite, dernier aspect, celui qui vous probablement soucie le moins parce que vous n'avez pas ce réflexe, c'est de dire, mais à qui a-t-il bien pu transmettre cette tuberculose? Le patient n'est qu'un nœud dans le système, il a un terrain particulier, des symptômes, il l'a attrapé quelque part parce que c'est une maladie à transmission interhumaine directe, il peut la repasser. Et donc, il faut tout de suite s'intéresser à, mais alors, comment vivez-vous? Est-ce que c'est en foyer? Est-ce que c'est en maison? Quel est votre travail? Avez-vous des enfants? Parce qu'il va falloir organiser un dépistage. Et je pense que c'est important d'avoir ce plan-là et de l'avoir en tête dès maintenant pour prendre le maximum de points, en sachant que je complète au-delà de la question. Bien sûr ici, le réflexe, hein, c'est d'isoler le patient sur le plan respiratoire. On ne le répétera jamais assez. Ça peut vous paraître redondant par rapport à ce qu'on a déjà fait, mais c'est des choses que vous oubliez trop. C'est quelque chose de fondamental. C'est le premier réflexe que vous auriez si vous voyez un patient qui est suspect de tuberculose en consultation, c'est de mettre un masque. Alors, quels sont les 2 moyens
d'obtenir le diagnostic de tuberculose. Donc là, c'est une question qui varie un petit peu de comment allez-vous faire le diagnostic, quelle est votre stratégie, quels examens proposez-vous. C'est une question qui est un petit peu plus, on va dire, en amont du truc. Intellectuellement, comment on a la preuve de la tuberculose? Eh ben, on peut faire la preuve microbiologiquement, hein, c'est-à-dire de la bactériologie. Donc, je vous rappelle qu'on fait traditionnellement la coloration de Dzil, mais l'oramine fonctionne très très bien. Si on trouve du bar, eh ben, le diagnostic d'infection à mycobactéries tuberculosis est certain, et tuberculosis un peu plus tard à la culture. L'autre moyen, c'est en culture d'obtenir un Mycobacterium tuberculosis. Et puis quand même, hein, et de façon pas exceptionnelle, on arrive à faire chez les gens qui sont possibacillifères des diagnostics sur du génome en mettant en évidence par PCR la présence de BK dans des crachats. Ça, c'est la première grande preuve. Et la deuxième grand moyen de prouver notre sarcoïdose, notre tuberculose, ça m'échappe parce que j'y pense, c'est le granulome épithélioïde qui est commun à la sarcoïdose. Mais ici, il y a clairement une nécrose caséeuse qui fait la différence. Donc tout ça, il faut que vous le voyez avec beaucoup de recul. Et quand vous voyez ça comme ça, vous comprenez très bien que le quantiferon, que l'IDR, c'est pas ça qui va faire le diagnostic prouvé et certain de tuberculose. C'est pas ça qui va faire le diagnostic de tuberculose pour la très très grande majorité des patients. Après, évidemment, il y a toujours des gens qui sortent des clous et pour qui le diagnostic sera compliqué, où il faudra discuter. Mais c'est probablement pas le propos d'un dossier de CN. Question 6. Vous décidez de mettre en route une quadrithérapie antituberculeuse. De quels moyens disposez-vous pour augmenter l'observance du patient? Bon, alors, on ne va pas vous redemander quelle est la quadrithérapie, quelles sont ses modalités de prise. Donc ça, j'espère que vous avez quand même compris que la quadrithérapie, c'est pourquoi, comment, quelle surveillance, quel bilan préthérapeutique. Hein, c'est un truc très complet qu'il faut savoir déballer très vite et très bien parce que tout le monde le connaît et que là-dessus, il ne faut pas perdre de points. Alors, une question qui est un petit peu plus parallèle et qui fait un peu la synthèse de plusieurs choses, c'est comment vous allez pouvoir favoriser la guérison du patient et à la fois la limitation de la dissémination de la maladie en lui faisant prendre ses médicaments parce que le traitement est prolongé et ce n'est pas toujours simple sur des terrains sociaux, par exemple, comme celui-ci. Alors, il y a l'éducation thérapeutique. Hein. C'est un mot-clé très important. Pour moi, il ne peut pas y avoir de quadrithérapie sans marquer le mot éducation avec. Ce n'est pas possible. Vous devez avoir ce réflexe-là. Et cette éducation, je vous ai marqué qu'elle doit être soutenue, elle doit être importante. On ne peut pas donner une quadrithérapie comme on donne des comprimés de Doliprane. Il faut insister sur l'intérêt du traitement, sur la durée de ce traitement, sur les conditions de prise, à jeun, le matin, avec un respect de 2 heures après, tous en une seule fois. Donc ça va favoriser l'observance. Si le patient a compris, il prendra. Deuxième chose, c'est la surveillance médicale régulière en consultation. Donc vous avez bien compris qu'il y a un algorithme de surveillance qui dit J0, il y a un premier bilan, J8, il y a un deuxième bilan, J15, et puis après c'est M1, M2, M3, M6. Et si vous regardez bien, à chacun de ces trucs-là, il faut examiner les patients. Et donc ça veut dire voir, discuter, savoir s'ils prennent le traitement, vérifier que la coloration des urines est orange. Donc la consultation est un moyen de maintenir une surveillance, une pression sur la prise du traitement. Autre chose, bien sûr, c'est les formes combinées pour 2 raisons. Déjà, le patient ne peut pas faire le tri entre les comprimés. Donc on est moins à risque éventuellement d'un traitement dissocié, donc de mutants résistants. Et puis, moins il y a de comprimés, plus ils les prennent. Donc, il y a Rifina. Rifina, donc c'est rifampicine isoniazide. Rifater, rifampicine isoniazide pyrazinamide. Et puis, vous avez le Rimstar, que j'ai oublié de vous mettre ici, parce que je cherchais son nom, qui lui est une quadrithérapie assez récente. Évidemment, 2 autres moyens d'augmenter l'observance, c'est la prise en charge en dispensaire. Il y a des endroits, en Afrique par exemple, mais les dispensaires existent aussi en France, où la délivrance du traitement, la prise du traitement se fait en dispensaire, par petite quantité, de façon régulière. Comme ça, les patients reviennent régulièrement chercher leur dose. S'il y a une rupture de traitement, on les surveille. On peut même leur donner les comprimés devant nous.
Et puis la dernière chose, c'est le 100%. Quand on ne paye pas, on prend ses médicaments et on se fait soigner. Donc c'est une question qui est un petit peu, qui n'a rien de novatrice, qui est un peu une question périphérique, mais qui est à mon sens intéressante. Pourquoi lui prescrivez-vous une quadrithérapie, non une trithérapie? C'est un peu ce que j'abordais en introduction sur le fait qu'il soit roumain. Et le problème, c'est qu'on veut vous faire discuter ici de la résistance primaire importante dans les pays d'Europe de l'Est pour le BK. Et donc, ils vont justifier cette résistance primaire, à justifier la mise en place d'une quadrithérapie systématique en empirique, c'est-à-dire que à T0, vous avez votre suspicion, on est bien d'accord. À T1, vous avez du BK à l'examen direct, ou une PCR, ou de l'histologie, c'est ce qu'on a vu, et à ce moment-là, vous commencez votre traitement. Et puis, vous n'avez pas de culture parce que c'est de l'histologie, c'est cuit. La PCR, ça ne vous donne rien, mais votre BK va pousser, vous allez avoir un antibiogramme. Résistant, sensible, tac, 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 et tous vos antibiotiques qui vont être ici. Si votre BK, il est multisensible, à ce moment-là, votre quadrithérapie n'est plus justifiée et il faut arrêter l'éthambutol. Donc cette petite démarche-là, c'est juste une façon de savoir si vous avez compris pourquoi on donne une quadrithérapie. On pourrait imaginer la question, justifier l'intérêt d'une quadrithérapie ou d'une quadri-antibiothérapie prolongée dans la tuberculose. Et il faut donner plusieurs antibiotiques pour que ça marche sur plusieurs sites, parfois de façon synergique. Il faut les donner de façon prolongée parce que c'est une maladie à croissance lente et pour éviter les rechutes à germes sensibles. Et il faut en mettre 4 aujourd'hui parce qu'il y a une émergence importante des résistances primaires. Voilà une question qui est un petit peu différente des autres et à laquelle on peut s'attendre. Quel bilan préthérapeutique prescrivez-vous? Donc ça, c'est vraiment une question groupe étho, tout le monde doit avoir juste. Donc les vrais examens qui changent la donne, c'est ceux-là, à mon sens. On pourrait, là je relis ma liste, rajouter éventuellement une NUM, mais les vrais examens, c'est ceux-là. C'est évidemment la sérologie HIV, de toute façon on avait vu dans l'énoncé qu'il fallait la faire quelque part, et là il y a une double raison de la faire. Les hépatites, parce qu'on sait qu'en termes de traitement, on va être très vigilant sur la toxicité hépatique de certains médicaments comme le pyrazinamide ou sur les interactions avec des médicaments comme la rifampicine. L'uricémie, c'est important pour la tolérance d'autres médicaments. Et puis la consultation ophtalmologique, bien évidemment, c'est pour la tolérance à l'éthambutol qui est donc pourvoyeur de NORB et d'anomalies de vision des couleurs. La NUM, c'est toujours bon aussi à prendre, notamment dans la prescription d'INH. Au 15e jour, donc j'insiste sur cette date au 15e jour, il faut impérativement que vous compreniez qu'un effet secondaire, soit par toxicité, soit par interaction médicamenteuse, est quelque chose d'attendu dans un dossier de tuberculose. Comment vous le dire? C'est que ça ne doit jamais vous surprendre. Et donc sur une toxicité médicamenteuse, le phénomène de date et quelque chose, ou de délai, pardon, est important. La toxicité hépatique des antituberculeux, c'est les 2 premiers mois. Moyennant quoi, au 15e jour, il y a un bilan hépatique qui se perturbe. On a une élévation, allez, on va dire, à les azates à 2N et les gamma-GT et les alates à 2N, sans cholestase ou avec une toute petite cholestase naissante. Et donc, on a une cytolyse modérée. Et qu'est-ce que vous faites? Et là, il y a des recommandations qui sont fondamentales. Donc, on suspecte une intolérance aux antituberculeux parce que l'imputabilité chronologique est bonne. C'est ce que je vous disais dans ma réponse. Chronologiquement, ça colle. On est dans les 2 premiers mois. Et d'ailleurs, regardez sur le protocole de surveillance de la tuberculose, les dates de réalisation des transaminases, vous verrez que c'est dans les 2 premiers mois qu'elles sont faites. L'imputabilité intrinsèque est excellente. On sait que l'INH, la pyrazinamide sont des médicaments qui vont être hépatotoxiques. Et donc, à ce moment-là, jusqu'à 3N, vous avez de la chance. Depuis 2004, on dispose d'un texte qui dit jusqu'à 3 fois la normale, on augmente la surveillance. Jusqu'à 6 fois la normale, on arrête le pyrazinamide. Et au-delà de 6 fois la normale, à ce moment-là, on arrête toute la quadrithérapie. C'est ce que je vous ai rappelé ici. C'est facile, il n'y a que ce schéma à connaître. Bon, voilà. Il faut bien le connaître parce que ça peut tomber.
La DAS décide de mener une enquête dans le foyer d'accueil où loge le patient. Très bien, ça me paraît licite, hein. Tout ça, c'est pour vous rappeler que c'est une maladie à transmission interhumaine directe et que votre premier réflexe a été de mettre en isolement respiratoire le patient. Et quand vous l'avez interrogé, vous vous êtes intéressé à là où il vivait, à son foyer d'accueil. Vous avez déclaré la maladie, hein. La DAS, ça veut dire que la maladie a bien été déclarée, hein. Quand vous regardez les feuilles de déclaration en bas, il y a à cocher oui ou non une enquête par la DAS. Et donc, la question qui vous est posée, c'est qui va être concerné par cette enquête? Que recherche-t-elle et par quels moyens? Et donc, c'est très simple. Qui va être concerné? C'est les sujets contacts, les collègues de travail ou les collègues de chambray de la chambre d'accueil, selon une théorie des cercles concentriques. Si personne n'est atteint dans la chambray, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Si quelqu'un est atteint dans la chambray, à ce moment-là, on va probablement faire tout le foyer d'accueil. Qu'est-ce qu'on dépiste? On va dépister des gens qui auraient déjà la tuberculose, hein. Voilà, on va tomber sur un tousseur fébrile altéré. Mais surtout, ce qu'on cherche à dépister, c'est les gens qui ont une tuberculose infection latente. Et là, je l'ai dit, redit, mais comme disait Bruno Varel, la base de l'enseignement, c'est la répétition. La tuberculose infection latente, la TIL, c'est pas de symptômes, pas d'anomalie radiologique et une positivité isolée de l'IDR. Et quand vous avez cette définition en tête, vous pouvez tourner la question 20 fois. Qu'est-ce que vous faites comme examen? Qu'est-ce que vous recherchez? C'est la même chose. La TIL, pas de symptômes, ça veut dire qu'on examine les gens. Radio normale, ça veut dire qu'on fait une radio. Et positivité isolée de l'IDR, ça veut dire qu'on a un témoin d'immunité spécifique positif pour la tuberculose. Alors, historiquement, c'est l'IDR. Et puis, bien sûr, récemment, on a tous vu émerger le quantiferon. Donc, le quantiferon, on est d'accord, c'est une stimulation d'un lymphocyte du patient avec un antigène de BK. Et on regarde ce qui crache en interféron gamma. Donc, on mesure la réponse par interféron d'une stimulation spécifique. C'est pour ça que je vais marquer ex vivo quantiferon. Et donc, c'est là que ça prendra des points selon les recommandations de la l'HAS. Alors, si on synthétise et si on fait le point sur BK, l'anamnèse, notre interrogatoire en 4 temps, toujours isolé, avoir une stratégie diagnostique avec 2 moyens diagnostiques qui est le BK en direct, en culture ou en indirect PCR, ou de l'histologie, c'est ce qu'on a vu dans notre question, la quadrithérapie avec son bilan préthérapeutique, son éducation, sa surveillance, et donc si on surveille ses effets secondaires attendus. Les mesures adjuvantes qu'on n'a pas vues ou qu'on a abordées sur le versant DAS et sur le versant favoriser le traitement, la DO, l'isolement respiratoire, le dépistage des contacts, le 100%. Et les questions de rescue, c'est ce que je vous ai dit. La résistance, le dépistage et la définition de la TIL, c'est là qu'il faut glisser l'IDR et c'est là qu'il faut glisser le quantiferon. La compliance, c'est la question de notre dossier d'aujourd'hui. Les effets secondaires, je vous ai dit que c'est attendu. À partir du moment où dans votre tête, il y a de la surveillance, il y a une question, il y a un lien qui se fait, bzzz, la lumière s'allume et on s'attend à avoir un effet secondaire. Donc, ce dossier, pour vous rappeler, excusez-moi, pour vous rappeler, je vous ai remis ça, comme ça vous allez pouvoir le zioter, c'est le b.a.-ba de la quadrithérapie aujourd'hui. Donc c'est issu d'un ancien dossier où le patient avait des anticoagulants. Ça c'est pour vous rappeler que l'effet secondaire attendu, ça peut être une interaction médicamenteuse, hein. Et dans votre quadrithérapie, vous avez de la rifampicine qui interagit avec les AVK. Et voilà le schéma de traitement de la quadrithérapie. Vous avez tout le loisir de le voir en dehors du dossier. C'est une question peloton, j'insiste là-dessus. Tout le monde sait ça, hors de question de perdre des points. Et donc, on a traité la toux et la tuberculose.